La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, l'historien comme enquêteur. Pascal Allain démystifie son métier. On a une histoire très, très riche et c'est ce qui m'a amené au fil des ans de m'intéresser à son histoire comme auteur, comme conférencier, comme chroniqueur à la radio, comme auteur de capsules télé qui sont diffusées sur des chaînes communautaires. Défi Ose entreprendre. Célébrer l'audace et la vitalité économique de la Gaspésie. Puis si des fois la MRC peut pas vous aider, mais il y a d'autres organismes aussi qui sont là pour vous aider. Je pense SADC, Evol, le pôle d'économie sociale, donc Accès Microcrédit. Donc ce sont tous des organismes qui sont là pour vous aider financièrement, qui sont là pour vous référencer aussi si vous avez besoin d'expertise un petit peu plus poussée. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Nous recevons aujourd'hui Pascal Allain, auteur et historien gaspésien, pour explorer son fascinant métier qu'il compare à celui d'un enquêteur du passé. Passionné par la valorisation de l'histoire régionale, il nous explique comment l'histoire n'est jamais figée, mais toujours soumise à l'interprétation de nouveaux faits et d'archives. Pour illustrer ce travail, il revient sur l'une des plus grandes controverses judiciaires du Québec, l'affaire Coffen 1954, sur laquelle il donne régulièrement des conférences et nous parle de ses récents ouvrages documentant le patrimoine insolite et photographique de la Gaspésie. Je suis originaire de Carleton-sur-Mer, dans la baie des Chaleurs, où j'ai grandi, où je suis revenu rapidement après mes études. Alors, j'ai fait des études en histoire, en sciences politiques. J'ai aussi étudié en développement régional. Donc, je me qualifie ou je me présente souvent comme un militant régional. Donc, quelqu'un qui aime sa région, qui est passionné par sa région, qui défend sa région. Puis, souvent, je m'en sers. Comment je défends la région? Ben, je m'en sers avec un outil que je me suis forgé il y a un certain temps déjà, avec l'histoire, avec le patrimoine. Donc, j'aime faire découvrir aux gens l'histoire de la région et je considère que quand on connaît l'histoire de notre région, ben forcément, on développe un sentiment d'appartenance, on développe une identité, on développe un ancrage. Et quand on connaît son histoire, selon moi, ben, on est plus libre, on réfléchit davantage, on voit la région de façon différente, de façon plus consciente. Alors, c'est ce que je fais depuis, ma foi, pas loin d'une trentaine d'années. Après avoir étudié en histoire, que je suis revenu ici en région en 1997, ça m'a amené à je dirais, me spécialiser forcément en histoire de la Gaspésie et à m'intéresser à son patrimoine et à son histoire qui est très riche. Oui. Parce que souvent, l'histoire de la Gaspésie, on la dépeint souvent comme une histoire morose, triste, pauvre. Alors que c'est pas ce qui ressort vraiment de l'histoire de la Gaspésie. Alors, j'ai eu des bons profs qui m'ont enseigné que l'histoire de la Gaspésie était plutôt riche, unique, particulière, singulière. Et qu'on n'a pas à rougir de qui on est et on n'est pas à la remorque de qui que ce soit. On a une histoire très, très riche et c'est ce qui m'a amené au fil des ans de m'intéresser à son histoire comme auteur, comme conférencier, comme chroniqueur à la radio,
comme auteur de capsules télé qui sont diffusées sur des chaînes communautaires. Et c'est ce qui m'a amené justement au fil du temps à développer plein de conférences et à creuser plein de sujets qui m'intéressent beaucoup. Ouais. Ça, c'est un point qui m'intrigue aussi, comme historien, comment est-ce qu'on creuse? Parce que des fois, il y a la perte de la connaissance par le temps, parce que les gens meurent. Oui. Mais après ça, j'imagine, tu peux aller fouiller dans des environnements physiques. Mais toi, as-tu des démarches que tu préfères en particulier, ou tu parlais t'as eu des très bons professeurs aussi? Comment ça se passe? Ah, c'est une excellente question. En fait, historien, ça veut dire enquêteur. Hmm. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui mène des enquêtes. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un, évidemment, qui aime fouiller, qui aime chercher. Parfois, on trouve, parfois, on trouve pas. Parfois, c'est très long. Fait qu'il faut être patient, évidemment. Euh, Quand il n'y a plus de témoins, ben là, c'est là que ça devient comme un beau défi et souvent plus compliqué. Le meilleur ami de l'historien, je te dirais, d'une certaine façon, ce sont les archives. Donc, les traces écrites. Alors, moi, je fouille beaucoup et heureusement, il y a des outils adaptés aujourd'hui. En ligne, on peut fouiller dans beaucoup de banques d'archives, que ce soit au musée de la Gaspésie. C'est encore plus chouette d'y aller en présence, parce que là, on peut prendre le temps, mais il y a beaucoup d'outils pour fouiller dans des banques d'archives, musée de la Gaspésie, Bibliothèque Archives nationales du Québec, qui ont des tonnes d'archives, de photographies d'archives, de documents d'archives de toutes sortes en ligne, qui nous aident à réduire la distance, parce que faire de la recherche, c'est coûteux. De rencontrer des gens, évidemment, des témoins, c'est une page ou une partie du travail plutôt que j'aime beaucoup. Aller chercher des témoignages, poser des questions des aînés, qui se font faire raconter des pages d'histoire. Donc, ça nous amène à faire des rencontres, je dirais, assez uniques, et de prendre notre loupe, puis d'aller fouiller dans des archives. Et parfois, on ne trouve pas l'information. Parfois, ça nous amène à faire des hypothèses. Puis un historien, ça fait des hypothèses. Puis des fois, ça se trompe. Et des fois, En histoire, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs vérités. Et l'histoire, ben, on part avec des faits. On part avec des faits historiques, oui. Mais il y a toujours un côté interprétation assez important. On peut avoir 10 historiens qui sont assis à une table Ah et oui. qui réfléchissent à un sujet, mais qui ont 10 interprétations différentes d'un sujet. On va moins s'obstiner sur les dates. Ah, il est arrivé tel événement à telle date, mais qu'est-ce que ça a donné dans l'histoire? C'était quoi la cause? Quelle était la conséquence? Ben là, on peut discuter longtemps. J'imagine. Alors, c'est ce qui nous distingue un peu. Alors, il y a beaucoup d'interprétations. C'est une science, il y a une façon de travailler. On travaille avec des faits, on travaille avec des sources hyper importantes. Donc, on n'extrapole pas. Un historien qui extrapole, qui a une boule de cristal, ils font pas long feu dans le métier. Alors, il faut partir de faits, de sources, et à partir de ce moment-là, on les interprète de différentes façons, dépendamment de la lorgnette avec laquelle on travaille. Ouais. Et du bagage aussi de la personne. On est des humains, alors l'histoire n'est pas totalement objective. Il y a une partie subjective à ça, et c'est lorsqu'on fait l'interprétation des faits qu'on a devant nous sur la table. C'est comme tu veux dire l'interprétation doit se faire le plus neutre possible, sans y mettre Oui, ses émotions ou son regard. Ouais. ouais, effectivement, c'est bien dit. Ok. Il faut s'approcher. L'historien est comme un journaliste. Il n'est pas totalement neutre. Il tend vers la neutralité. Il tend vers l'objectivité, évidemment. Euh, mais il n'est pas totalement neutre dû à sa culture, à son bagage, à d'où il vient. C'est Hmm. c'est, J'aimerais que, c'est ça. j'aimerais qu'on se serve d'un exemple, parce qu'on en parle dernièrement dans les médias, mais c'est pas forcément Oui, pour donner une conférence là-dessus, là, mais vraiment pour comprendre ta démarche de travail, parce que ça oui, m'a un peu fasciné l'affaire Coffin, justement, oui, où je me disais, bah, tu parlais qu'on est comme un enquêteur, puis je me dis, OK, historien, la police, l'enquête là-dedans, parce que là-dedans, c'est toute une affaire, on pourrait en faire une télésérie là-dedans. oui, Euh, effectivement. et je me demandais comment toi, t'es rentré là-dedans, puis comment tu peux
as réussi justement à... Parce que je vois que tu donnes des conférences même sur le Oui. sujet, donc tu as fouillé vraiment, tu as vraiment été loin. Raconte-nous un peu ta démarche de ce projet-là, un peu pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ben, rapidement, c'est à l'époque où je travaillais au musée de la Gaspésie. On est en 2004. Je suis rédacteur en chef du magazine Gaspésie, qui existe toujours Mhm. aujourd'hui, qui a une belle histoire. Et en 2004, c'est le 50e anniversaire, entre guillemets, anniversaire parce que c'est pas une fête nécessairement, mais c'est une commémoration plutôt. Alors, c'est le 50e du procès de Wilbert Coffin, qui était justement accusé du meurtre de 3 chasseurs américains. Alors, on est en 2004. Le procès a lieu à l'été 1954 à Percé et j'ai préparé un numéro spécial du magazine Gaspésie qui portait sur les histoires judiciaires de la Gaspésie les plus controversées. Et l'affaire Coffin est dans le mille en termes de controverses, en termes de questionnement, en termes d'intrigue. Alors, c'est comme ça que la porte sur l'affaire Coffin s'est ouverte pour moi. Tu veux dire qu'on le Et savait déjà, que c'était controversé déjà dans le temps, déjà au début, de quand ça a ça, eu lieu? ouais, Ah, ok. c'est controversé, je te dirais, depuis, ma foi, depuis presque les débuts de Mhm. l'histoire. Et aujourd'hui, ça fait 70 ans, en février dernier, dans la nuit du 9 au 10 février, que Coffin était pendu, exécuté. Et il y a toujours une porte ouverte sur un mystère, sur une intrigue, sur le fait que ben, on a probablement pendu quelqu'un sans savoir de façon certaine, pas probablement, assurément, je dirais, qu'on a exécuté quelqu'un sans preuve directe. Alors, on a exécuté Coffin avec des preuves circonstancielles, donc de circonstances. Des preuves circonstancielles, ça peut peser dans la balance, mais il faut qu'elles soient fortes pour convaincre un jury d'amener à la potence quelqu'un d'un meurtre qu'il n'a, à mon avis, probablement pas commis. Alors ça, c'était le cas type pour un historien Mhm. génial parce qu'en 2004, il y avait encore beaucoup de témoins toujours de ce monde, toujours vivants. Il y en a disparu beaucoup en 20 ans. Alors ça m'a amené en 2004, 2005, 2006 à partir sur la route et aller rencontrer le coroner de l'époque, aller rencontrer Jacques Hébert, le sénateur qui a contribué à immortaliser cette affaire-là, à rencontrer des membres du jury, aller rencontrer des auteurs, dont le sénateur Hébert notamment, Alton Price également, qui avait écrit sur le sujet bien avant moi, évidemment. Alors, ça m'a permis de faire toutes ces rencontres-là, puis d'avoir accès au procès, aux archives, puis de m'intéresser à cette histoire-là qui bat toujours son plein, qui refuse d'une certaine façon de s'effacer de notre mémoire collective. Ouais, c'est intéressant parce que dans cette démarche, moi, j'avais cette impression, parce que je sais que ça a été beaucoup contesté, des fois en Europe, ce côté de réviser l'histoire, de réécrire un peu l'histoire. Et que toi, en tant qu'historien, tu te positionnes comment là-dedans? Parce que là, tu es, quand même vraiment dans un cas où on pourrait carrément changer la conclusion de cette affaire et rendre innocent quelqu'un qui a été accusé comme coupable. Mais ça peut être sur tous les volets, on dirait, Oui, historiques. oui, ben, en fait, ça me fait penser à ce que je t'ai mentionné il y a quelques instants, à savoir qu'en histoire, il y a rien d'immuable. La recherche, elle se fait constamment. Elle avance constamment, parfois lentement. Et il y a des faits plus difficilement contestables que d'autres. Au fil du temps, on finit par faire le tour d'un sujet et on a ramassé toute l'information, mais fréquemment en histoire, même datant de l'Égypte ancienne, peu importe le sujet, on fait des recherches, il y a de l'archéologie, il y a de la préhistoire. On finit toujours par trouver souvent de nouvelles informations qui remettent en cause, qui remettent en doute, pas totalement, mais en partie, les vérités du passé. Alors pour moi, c'est ce que je trouve génial en histoire, c'est qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de monument là, de vérité absolue, figée dans le temps et qu'on dit on ne déboulonnera jamais plus tel monument, tel monument. C'est faux puisque au fil des siècles, au fil des décennies, on finit toujours par trouver
de la nouvelle information qui nous permet justement de revoir certains jugements, certaines vérités. Et dans le cas Coffin, c'est pour moi un cas type qui ressort du lot, là, dans l'histoire de la Gaspésie notamment. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il est coupable? Toi, dans tes conférences, parce que là, on est en 2026, Ouais, je me dis, après tout ce temps-là, tu as commencé à ouvrir le dossier en 2004, comme tu dis, ouais. mais après ça, tout 20 ans après, est-ce que tu as réussi à ramasser encore des preuves ou des infos? Ben, en fait, quand les gens qui assistent à ma conférence sur l'affaire Coffin, puis je vais la faire encore une fois très bientôt du côté de Bonaventure, notamment, puis du côté de Cozabscal au printemps, un peu plus tard, et à Gaspé également. Mais les gens me demandent souvent, ben, justement, est-ce qu'il était coupable ou non? Je dis souvent aux gens, je l'ignore, je n'y étais pas. Je n'étais pas là. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, dans le cas Coffin, Marc, il y a eu aucun témoin de ce qui est arrivé. Personne n'a pu dire, j'ai vu Coffin commettre le meurtre. Il n'y a pas de témoin, premièrement. Wilbert Coffin n'a jamais fait d'aveu sur la chose. Il n'a jamais dit, même au moment de sa mort ou tout juste avant son exécution, jamais qu'il n'a fait d'aveu, de confession. D'autre part, on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Jamais. Alors, tout ça a mené son exécution, encore une fois, c'est des preuves circonstancielles qu'on a mis contre lui. Alors, ce que je dis souvent aux gens, pour moi, qu'en fait, il était au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ce qu'on appelle le malheur. Alors, il a rencontré les Américains, il leur a dérobé des objets, il a avoué leur avoir volé des objets en forêt, hein, à leur camion qui reposait dans la forêt. Alors ça, il a avoué à maintes reprises. Mais est-ce que le voleur automatiquement devient l'assassin? Moi, c'est là où je m'objecte. Et il y a eu, au cours de l'histoire, Marc, souvent des épisodes le plus croustillant, on est en 2006. Et il y a une femme, donc Micheline Cabot, qui accuse son père d'être le véritable meurtrier. Évidemment qu'on n'a pas de preuves là-dessus, surtout que la personne en question est décédée depuis un certain temps. Mais il y a des cas comme ça dans l'histoire qui fait que c'est Ouais. abracadabra, c'est un labyrinthe, l'histoire de Wilbert Coffin. Alors, on ne peut pas accuser sans preuve une personne aujourd'hui décédée, et c'est ce qui rend l'histoire compliquée. Alors pour moi, Coffin, il était pris vraiment dans un engrenage, je dirais, où en 32 minutes, c'est pas long là, un cas aussi sérieux, aussi important, le jury qui va délibérer pendant 32 minutes et à l'unanimité vont rendre leur verdict de culpabilité au Petit Palais de justice de Percé au mois d'août 1954. Euh, Fait que pour moi, Coffin a été victime, je dirais, d'irrégularités lors de son procès également. Son avocat qui ne l'a pas fait témoigner, alors il n'a jamais pu se défendre, il ne l'a pas fait comparaître, et son avocat qui n'a fait comparaître aucun témoin. Hein? Alors, il surfe sur une vérité qui a pris un certain risque dans toute l'affaire. Alors, il veut que ce soit la défense qui prouve hors de tout doute que Coffin est le meurtrier. Alors, selon lui, ils n'y arriveront pas. Alors, il ne fait comparaître personne, pas même son témoin numéro un, Coffin lui-même. Alors que Mm. Coffin aurait pu expliquer facilement au jury plein d'explications qui auraient pu comme dénouer l'impasse, qui auraient pu désamorcer bien des choses. Alors, on l'a laissé errer comme ça en le défendant mal. Et c'est ma position. Je crois que Coffin a été victime là-dedans, puis que sa vie lui a été arrachée, hein, malheureusement. Est-ce que la justice peut faire appel à des historiens comme vous pour justement essayer de résoudre des cas qui sont comme soit non résolus ou qu'on aurait des questions sur l'histoire? C'est arrivé.
C'est Mhm. arrivé, les années qui ont suivi mon intérêt pour le cas, pas longtemps après, à partir de 2006, surtout 2000, oui. Oui, c'est parti en 2004. La famille qui a fait des démarches à partir de 2004 avec, euh, avec Mary Coffin, la sœur de Wilbert, et la famille qui ont fait des démarches justement pour réhabiliter la mémoire de Wilbert Coffin, c'était fait. Et dans les années qui ont suivi, 2004, 2005, 2006, 2007, il y a eu des pétitions, il y a eu des démarches qui ont été faites par la famille auprès d'instances politiques, justement pour réhabiliter la mémoire. Et il y a eu des instances paragouvernementales, des instances autonomes, justement, qui ont porté main forte à la famille pour justement participer à essayer de nettoyer je dirais, la mémoire collective entourant Coffin. Puis oui, c'est arrivé à plusieurs reprises à cette époque-là que j'ai contribué, puis que j'ai parlementé avec ces gens-là. Mais le manque l'absence de témoins, encore une fois, de plus en plus de témoins physiques est venu, évidemment, je dirais, compliquer l'affaire. De sorte que souvent, la plupart du temps, il n'y a jamais eu de dénouement dans les tentatives justement de réhabiliter la mémoire. Puis encore aujourd'hui, il y a encore une instance fédérale l'an passé. J'espère qu'il y aura un débouché à ça, mais il y a eu une énième tentative pour essayer de réhabiliter la mémoire de Coffin 70 ans plus tard. Donc, euh, j'ignore ce que ça va donner, mais il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire, dans le passé. Et c'est un dossier complexe. Il y a même des archives qui sont encore fermées au public pendant les 30 prochaines années. Alors, il y a des archives encore fermées auxquelles on ne veut pas rendre public. Ben, il y a peut-être lieu de se poser certaines questions. Ouais, intéressant. C'est comme ce que je comprends, c'est que l'histoire en général, parce que des fois, quand nous on a en tête, on nous l'enseigne dans un livre d'histoire à l'école, puis c'est comme scellé là-dedans, là, c'est physique. Mais ce que je comprends, c'est que ça devrait être pas mal tout le temps ouvert et comme quelque chose de souple et de questionnable. Oui, oui. Et c'est un cas à l'époque qui a fait... c'était une histoire très controversée. Et c'est une histoire à l'époque dans les années 60, dans les années 70, c'était le cas type dans certaines chaires universitaires en droit, où des étudiants en droit étaient amenés souvent à questionner, à regarder le procès, à comment le procès s'est déroulé, à se pencher sur les irrégularités. Alors, c'est une grande controverse judiciaire encore aujourd'hui, 70 ans plus tard, qui fait que c'est toujours pas, non, c'est pas scellé, loin de là. Mm. Le problème, et là, c'est là où ça devient, comme je le mentionnais il y a quelques instants, le problème, c'est que actuellement, les témoins de l'époque, ça fait 70 ans, il n'y en a pour ainsi dire plus. Alors, là, il faut vraiment fouiller, puis à ramener de nouvelles choses, ramener de nouveaux faits, ben, ça devient d'autant plus complexe. Et c'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser, parce qu'il y a toujours une famille, la famille Coffin et les proches de Coffin, qui ont espoir, je pense, de voir la mémoire de ce prospecteur minier-là blanchi après toutes ces années. Puis son fils James est toujours vivant. James Coffin, le fils de Wilbert, est toujours vivant aujourd'hui. Donc, je crois qu'il serait très soulagé de voir une possible réhabilitation de la mémoire de Wilbert Coffin. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ce genre d'exemple, là, sur ce cas-là, peut s'appliquer un peu à toute... on parle de l'histoire en général, là, quand je parlais que c'est scellé dans un livre, des fois, que ça peut être raconté d'une façon où avec les données qu'on a actuellement, on peut dire ça, mais peut-être que dans 50 ans, on va trouver d'autres données, que ça peut changer complètement Ouais. les choses, même pour tout le reste, en fait. Oui, pour tout le reste, oui, c'est un beau clin d'œil que tu fais dans le sens où c'est ce qui est intéressant de l'histoire, les boucles de rétroaction sont toujours possibles. Ce qui est figé, ce qui est muable, ça ne l'est pas vraiment.
Dans ce cas-là ou dans bien d'autres cas, c'est un travail d'enquête. Il y a toujours de nouveaux documents qui peuvent surgir à gauche et à droite au travers le temps. Puis c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce domaine-là, une histoire, effectivement. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, justement, parce que tu as nommé comme ça rapidement, là, que tu donnais encore des conférences sur ce sujet-là. Oui. Est-ce que aussi, il y a d'autres sujets en ce moment, là, dont tu t'intéresses, que tu partages? Je sais aussi que ça se peut être par le biais de livres ou de conférences. Oui, oui, j'ai quand même plusieurs ouvrages à mon actif dans les dernières années. J'ai quand même publié 5 ouvrages. Je travaille sur un sixième. L'une de mes forces, c'est la vulgarisation. J'aime rendre intelligible et accessible l'histoire de la Gaspésie. Je pense que c'est important. Fait que j'ai travaillé dans le passé sur justement une série d'ouvrages qui s'appelle Curiosité. Et j'en ai fait 3 comme ça, qui ceinturent la Gaspésie. Alors, j'ai fait Curiosité de la baie des Chaleurs. Ensuite, j'ai fait Curiosité de la pointe de la Gaspésie. Et j'ai conclu l'an passé avec Curiosité de la côte de la Gaspésie. Donc, c'est des ouvrages dans lesquels on retrouve 100 curiosités. Et par curiosité, on entend un lieu insolite, un bâtiment, un monument, un bâtiment devant lequel on passe régulièrement et on ne se doute pas de l'histoire dans le bâtiment. Alors, c'est ce que je fais. Je dépoussière des pages d'histoire comme ça. Alors, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. La photographie d'archives aussi me passionne. Donc, la photographie d'archives d'un monde révolu, d'un monde qui n'existera plus. Alors, la Gaspésie des années 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, jusqu'aux années 50, en fait, jusqu'à la modernité. J'ai dépoussiéré beaucoup de photographies d'histoire, euh, d'archives qui m'ont donné la chance de publier 2 ouvrages, un sur mon patelin original, d'origine plutôt, Carleton-sur-Mer, et un autre sur la baie des Chaleurs. J'en prépare un sur Percé actuellement. Donc, de montrer la Gaspésie aux jeunes et moins jeunes, à quoi ressemblait la région, de quoi on vivait à l'époque, quels étaient les bâtiments incontournables, les commerces, l'art de construire, le patrimoine bâti, les métiers de l'époque, les traditions, les us et coutumes. Alors, c'est un travail d'archives que je fouille dans les banques d'archives de certains musées partout au Québec et au Canada, qui me permet justement de ficeler et de donner naissance à des ouvrages de photographie d'archives que j'adore. Et souvent, on n'a pas beaucoup d'informations. On a une photographie, on a une date, on a un lieu. Alors, le travail de l'historien rentre encore en ligne de compte. Il faut torturer la photo, si je peux me permettre, la faire parler et aller chercher de l'information qui va nous permettre justement de la décrire et de la présenter aux gens. C'est un travail que j'adore. Alors, il faut être patient. Faut aller chercher l'information où elle est. Et c'est un travail que j'adore faire, effectivement. Et puis d'ailleurs, curiosité que j'ai découvert aussi moi avec TELUS Ma Communauté, une télésérie que tu as fait avec Mathieu Boudreau j'imagine sur ces livres-là, là, en 3 saisons, je crois, et plusieurs épisodes là qui traitent de toutes ces curiosités-là. Oui, ça nous a permis effectivement, les 3 ouvrages qui nous ont permis de donner naissance à une série télé où là, on allait vraiment, comme tu l'as si bien dit, sur le terrain. Alors, on choisissait des curiosités dans les 3 volumes, 3 saisons, qui nous ont permis d'aller sur le terrain et de présenter via une chaîne télé les curiosités qui sont renfermées dans ces ouvrages-là. Et ça a donné lieu à 3 belles saisons. Et ben oui, je m'en fais souvent parler. Ça rejoint beaucoup les gens. C'est une belle façon de transmettre et de vulgariser l'histoire. Et pour les gens qui nous écoutent et qui auraient un intérêt justement à en savoir un peu plus sur ce que tu fais et ton travail, mais aussi sur des dates que tu donnes, des livres à se procurer, est-ce que tu as un endroit sur Internet où on peut te trouver facilement et avoir de l'information? J'ai pas de site web. Un historien, c'est moins fort sur les sites web. Je dirais qu'on est on est trop occupé à fouiller et à trouver des infos. Mais j'ai une page Facebook qui s'appelle Pascal Alain, auteur et historien, où est-ce que je mets mes conférences, les ouvrages sur lesquels je travaille. Donc, facilement repérable. Pascal Alain, auteur et historien.
c'est ma page Facebook où je mets les informations à jour de mes différents travaux et D'accord. recherches. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, pour ton temps. Un grand plaisir. Merci, Marc. À bientôt. Marché Richelieu de Cap d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap d'Espoir. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour elle et lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Nous recevons aujourd'hui Eliane Joseph, responsable régionale du défi Ose entreprendre pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Témoin d'une belle effervescence entrepreneuriale dans la région, elle invite les créateurs d'entreprises, les étudiants et les entrepreneurs établis à s'inscrire à ce grand concours avant le 11 mars à 16h. Au-delà des généreuses bourses offertes, allant de 1 000 $ au régional jusqu'à 10 000 $ au national, Madame Joseph souligne que le processus d'inscription permet surtout aux participants de prendre du recul sur leur parcours, de structurer leurs idées et de célébrer le chemin parcouru, souvent bien plus grand qu'ils ne le réalisent. J'entreprends, tu entreprends, nous entreprenons. Et vous, vous entreprenez? Joignez le mouvement et participez à l'un des volets du défi Ose entreprendre, qui a déjà fait rayonner plus d'1,5 million de gens. Des gens qui transforment le Québec de projet en projet. 500 000 $ en prix, une tonne de fierté. Osez. Inscrivez-vous à oseentreprendre.québec. Pour moi, l'entrepreneuriat, je pense que c'est ce qui fait que notre MRC est vivante. Donc, on voit qu'il y a des nouveaux projets qui se réalisent. Il y a beaucoup aussi de nouvelles idées. Des fois, ça peut prendre quelques mois, quelques années avant que le projet se réalise. Mais là, on voit qu'il y a une belle effervescence. C'est ce que je fais, moi, présentement aussi à la MRC. Je reçois les nouveaux projets d'entrepreneuriat. Et puis, je vois vraiment toutes les semaines, on a des nouveaux projets et qui sont très réalisables. Et c'est donc ce que ça me fait dire, c'est que notre MRC et aussi par le fait même, la Gaspésie est vivante et puis qu'on voit qu'il y a de l'avenir avec la Gaspésie en entrepreneuriat. Ah oui, c'est intéressant d'entendre qu'il y a autant d'engouement, que s'il y a autant de projets qui vous sont proposés, c'est qu'il y a de la place en fait. On peut toujours penser à des projets puis les soumettre. Oui, vous pouvez les soumettre à votre MRC. Puis si des fois la MRC peut pas vous aider, mais il y a d'autres organismes aussi qui sont là pour vous aider. Je pense SADC, Evol, le pôle d'économie sociale, donc accès microcrédit. Donc, ce sont tous des organismes qui sont là pour vous aider financièrement, qui sont là pour vous référencer aussi si vous avez besoin d'expertise un petit peu plus poussée et peut aussi vous aider là pour les plans d'affaires, mieux structurer vos idées. Intéressant. Hein. J'avais comme lu, je ne sais pas si ça peut être confirmé ou pas, mais que plus dans des localités, on a des petites entreprises locales, plus l'économie se porte bien dans le fond. Oui, je suis d'accord avec ça parce que souvent, dans le fond, ça revient à l'idée que ça fait un environnement qui est vivant. Donc, puis si les gens participent en plus au développement de ces petites entreprises-là en allant acheter ce que ces entrepreneurs-là offrent comme service ou comme bien, ben je pense que
Effectivement. Donc, ça prouve qu'il y a une belle vitalité. Alors, on se parle aujourd'hui, moi, c'est surtout pour discuter un peu de ce défi aux entreprendre. Et dans le fond, j'ai vu que ça, c'est une des pistes. Vous l'avez souligné, il y a d'autres façons aussi d'apporter ces projets. Mais en quoi consiste effectivement, en quoi consiste le défi lui-même et à qui ça s'adresse? Oui. Le défi aux entreprendre, dans le fond, c'est un grand concours d'entrepreneuriat québécois. Moi, ici, si on se parle aujourd'hui, c'est que je suis la responsable pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine pour justement tout ce qui entoure l'inscription, les jurys et ensuite célébrer nos lauréats régionaux. Donc, c'est un concours qui s'adresse premièrement aux jeunes étudiants du cégep et aussi du volet scolaire, c'est-à-dire du primaire jusqu'au secondaire, dans le volet scolaire. Ce sont des projets entrepreneuriaux que les jeunes font à leur école. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet création d'entreprise qui, lui, s'adresse aux entrepreneurs de tout âge, de 18 ans et plus. Mais il n'y a pas de limite d'âge, c'est ce que je veux dire par tout âge, Oui. qui sont dans leur année de démarrage d'entreprise. Donc, puis dans ce volet-là également, il y a différentes catégories. Il y a 6 catégories. Donc, ce volet-là. Et ensuite, il y a un autre volet qui s'appelle le volet Réussite Inc. C'est que vous avez déjà participé au défi aux entreprises. Vous avez eu une inscription qui a été validée, même si vous n'avez pas gagné, et que vous êtes encore en affaires après 5 ans. Donc, vous êtes éligible à participer à ce volet création, à ce volet Réussite Inc. Intéressant. Donc ça, c'est en même temps un volet pour supporter la relève ou les gens qui voudraient s'initier, mais aussi pour faire rayonner ce qui existe déjà, puis même ce qui peut exister dans le temps. Oui, parce que ça, le mot rayonner, c'est vraiment un mot qui est important pour le défi aux entreprises. C'est que toutes les gens qui s'inscrivent, même s'ils sont pas lauréats, c'est sûr que les lauréats reçoivent une petite attention de plus, mais on porte vraiment une attention particulière à ces gens-là qui ont pris le temps de s'inscrire et qui ont quand même eu l'audace de partir une entreprise malgré parfois quelques tempêtes qui peuvent arriver au cours de la vie. Et puis, c'est important pour nous de les célébrer. Puis, on les célèbre en avril, lors d'un grand gala qui est présenté, où est-ce qu'on remet environ 20 000 $ en prix. Alors, je sais que j'imagine, il y a une date limite pour s'inscrire pour ce défi-là. Je sais que tout ce qui concerne l'école, j'imagine, ça doit être géré par les centres de services ou les écoles elles-mêmes, mais toutes les autres entreprises, comment est-ce que ça fonctionne pour s'inscrire? Moi, je me suis entourée d'une équipe. Dans le fond, toutes les MRC de la Gaspésie et les îles de la Madeleine ont un responsable local qui peuvent aider les entrepreneurs dans leur inscription. Fait que dans la Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, les gens qui veulent s'inscrire peuvent par commencer à aller voir le site internet oseentreprendre.québec, s'inscrire au portail et ensuite, s'ils ont des questions plus spécifiques, bien, ils peuvent contacter leur MRC et puis ils ont un responsable local qui est là pour les accompagner pour leur inscription. D'accord. Et donc, la date limite serait? Le 11 mars à 16 heures. Le 16 heures est très important. Oui, OK. Ça ferme là, à ce moment-là. Okay. À ce moment-là, oui. D'accord. Puis, suite à ça, ben moi, je reçois toutes ces inscriptions-là. Je crée des jurys où est-ce que les entrepreneurs sont appelés à une entrevue pour, premièrement, c'est 15 minutes. Le premier 5 minutes, c'est un pitch de vente, comme on dit, où est-ce que les entrepreneurs nous expliquent le but de leur entreprise. Et ensuite, s'ensuit un 15 minutes de questions avec les jurys qui ont besoin d'un petit supplément d'informations. Et ensuite, bien, il y a une délibération pour déterminer notre lauréat régional qui, par la suite, devient finaliste au national, donc au grand gala national québécois qui se passe à Québec en juin.
D'accord. Alors peut-être, je sais pas, un dernier mot pour terminer pour les gens qui hésiteraient, qui nous écoutent et qui disent est-ce que ça vaut la peine que j'inscrive mon entreprise, ou peut-être celles qui sont déjà existantes, mais aussi qui voudraient s'inscrire dans le volet plus créatif. Des fois, on est déjà beaucoup dans notre roulant, mais on n'oserait pas trop. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Premièrement, c'est qu'il y a des beaux prix à gagner. Si vous êtes dans la catégorie création d'entreprise, bien, on a 6 bourses de 1 000 $ à vous remettre. Ça, c'est en plus des collaborations que je suis allée chercher avec Evol, qui offre aussi une bourse de 1 000 $. Si vous avez un projet innovant, il y a une autre bourse de 500 $ qui se rajoute à ça. Et ensuite, pour le prix Réussite Inc., c'est une bourse de 3 000 $ qui est remis au lauréat régional. Et si vous avez un projet qui se démarque au niveau national, là, les bourses deviennent substantielles, là, à 10 000 $. Là. Fait que je pense que le temps qu'on prend pour remplir le formulaire, qui est quand même, je vous dis, mettez environ 1 heure et demie pour gagner un beau prix comme ça. Puis ensuite, la reconnaissance aussi que vous allez recevoir lors du gala. Je pense que ça vaut le temps d'inscription. Puis vous allez tellement être fiers parce que des fois, on voit le parcours. Quand on l'écrit, ça, je l'entends souvent. Je ne savais pas que j'avais fait autant de choses. Tu sais, quand on prend le temps de l'écrire, eh bien, c'est quand même déjà là, vous allez avoir la fierté de réussite de votre entreprise. En tout cas, merci beaucoup, Eliane, pour votre temps. Ça m'a fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Selon Radio Gaspésie, le député Alexis Deschênes demande à la ministre des Pêches et Océans d'autoriser des tests scientifiques sur les madeleinots capturés accidentellement dans le détroit de Belle-Isle. Cette intervention vise à expliquer le déclin alarmant des populations de saumon observées au Québec en 2023 et 2024. Appuyé par la Fédération québécoise du saumon atlantique, l'élu presse Ottawa d'émettre une directive aux agents des pêches pour récupérer ces spécimens dès cette saison. Selon lui, il est urgent d'agir pour identifier les causes de cette mortalité élevée avant qu'une nouvelle année ne soit perdue. Selon Belleau FM Chandler, la Sûreté du Québec signale une recrudescence de fraudes téléphoniques utilisant des messages automatisés. Les fraudeurs menacent de couper la ligne téléphonique des victimes dans les 2 heures pour un prétendu retard de paiement, les incitant à payer immédiatement. La SQ appelle à la plus grande vigilance. Il ne faut jamais transmettre de renseignements personnels ou bancaires à la suite d'un tel appel. En cas de doute, les autorités recommandent de raccrocher et de contacter directement son fournisseur de services via les coordonnées officielles pour vérifier l'état de son compte. Selon Radio Gaspésie, le gouvernement du Québec a autorisé la construction du parc de la forêt domaniale, un projet éolien de 185,6 MW porté par EDF et l'Alliance de l'énergie de l'Est.
Ce parc de 30 éoliennes, réparties sur 4 municipalités, générera plus de 30 millions de dollars en versements pour les collectivités d'accueil. De plus, les profits estimés à 198 millions de dollars sur 30 ans seront redistribués aux 16 MRC membres et à la Première Nation Wolastoqiyik-Wassipekuk. Les travaux préparatoires débuteront sous peu pour une mise en service prévue en 2027. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, les principaux syndicats de la santé et de l'éducation contestent devant la Cour supérieure la validité de la loi 28. Ils soutiennent que cette loi exclut injustement leurs travailleuses du régime général de prévention en santé et sécurité du travail, leur imposant des normes inférieures. Les organisations dénoncent une discrimination systémique envers les femmes, majoritaires dans ces secteurs, alors qu'elles sont exposées à des risques élevés. Les syndicalistes rappellent que le gouvernement lui-même avait reconnu ce désavantage historique avant de finalement entériner cette exclusion. Selon Radio Gaspésie, la saison de motoneige bat son plein en Gaspésie, portée par des conditions d'enneigement bien supérieures aux 2 dernières années. Daniel Bérubé de l'Association gaspésienne des motoneigistes confirme que l'achalandage est à son comble en ce mois de février. L'ensemble du réseau est accessible et un service de navette a été instauré pour traverser la rivière Madeleine en raison d'un pont en travaux. Ce service, incluant des abris chauffés, est offert sans réservation jusqu'au 2 avril pour assurer la continuité du circuit touristique. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, l'Association du cancer de l'Est du Québec modernise sa loterie qui fait du bien en passant au mode numérique. Les billets sont désormais vendus exclusivement en ligne pour le tirage du 10 juin, offrant 16 prix d'une valeur totale de 50 000 $. Cette initiative vise à soutenir les services essentiels offerts aux patients et à leurs proches dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Fort du succès de l'an dernier, où plus de 260 000 $ ont été récoltés, l'organisme espère que ce virage facilitera la participation de la population. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.